Aujourd'hui, une petite vidéo sur le Covid. Alors, comme vous pouvez le constater avec vos proches ou dans les médias, ce sujet déchaîne les passions, pour ne pas dire l'hystérie. Du coup, pour pouvoir avancer mes arguments, je vais utiliser le youtubeur Adnal Génocide, dont je suis en désaccord à peu près sur tout, mais bonne nouvelle cependant, il a enfin changé son pseudo peuphonique, faut bien l'avouer, par Antoine Goya. Du coup, c'est comme ça que je vais l'appeler désormais. Dans le prochain extrait, c'est un pétage de plomb d'Antoine Goya au sujet du Covid. Pour vous resituer la scène, c'est un live avec un autre youtubeur d'extrême gauche, le Canard Réfractaire. Non mais attends, juste est-ce qu'il peut revenir, on peut revenir sur les conneries qu'il vient de dire, la comorbidité. Comment tu enlèves la comorbidité des gens qui ont le sida? Comment tu l'enlèves cette comorbidité-là? Comment t'emmerdes la comorbidité des gens qui sont immunodéprimés? Antoine, essaye d'être calme, s'il te plaît. Putain de gueule, espèce de débile! T'es un débile dangereux! Tu fermes ta gueule de con et tu te tais, tu appelles à la vaccination comme tout le monde! C'est quand même incroyable d'être un mongol, d'être là en train de dire oui. Oh oui, mais bon, combien de morts parmi tes abonnés, espèce de débile? Combien de morts parmi tes putains d'abonnés? Il faut surtout pas politiser les questions, évidemment, il faut pas politiser les questions. Mais la question elle est politique, c'est que ce sont les pauvres qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, il y a une défiance envers le gouvernement, du coup c'est ton rôle à toi qui a un lien avec ces gens-là, qui a un lien avec cette communauté-là que par exemple d'autres ne veulent pas toucher, le gouvernement il va pas toucher, c'est vrai, le gilet jaune va pas l'écouter. Par contre c'est ton rôle à toi, tu comprends ça, que c'est ton rôle à toi. Mais tu crois que les gens ils ont pas des... Mais tu crois que les gens ils sont déjà convaincus de ça, d'accord? Et c'est pas parce que moi je vais leur dire que ça va changer grand-chose, mon frère, hein. Je te jure. Le pétage de plomb d'Antoine Goya n'est finalement que la conséquence de cette hystérie sanitaire alimentée par les médias. On constate d'ailleurs que certains journalistes reconnaissent eux-mêmes avoir été trop loin dans cette propagande de la peur. Du coup, je vous ai mis un extrait de Pujadas qui critique la politique du Covid. Dans un instant, pourquoi le film catastrophe qu'on nous annonce sur le variant Omicron pourrait tourner court? Ce sera un moment important parce que depuis le départ et surtout depuis quelques jours, ce que vous entendez sur le variant Omicron, partout dans les médias, chez beaucoup de médecins, c'est ça, c'est la catastrophe, le raz-de-marée, l'apocalypse, le mur, la falaise. Et quand on objecte que ce qui importe, ce sont les cas graves, c'est notre santé publique, les cas graves, les décès, et que pour l'instant on ne voit rien, on nous a toujours dit il faut attendre, Alors il fallait attendre 15 jours au départ, la mi-décembre, puis il fallait attendre Noël. Puis à Noël, on nous a dit il faut attendre encore, il faut attendre la fin du mois. Nous sommes à la fin du mois, les données sont sur la table, nous avons ces données, elles sont claires, on va les examiner, on va en tirer toutes les conséquences et vous verrez que on sera très loin de ce climat de panique qui est entretenu, alors soit sciemment, parce que ça fait vendre du papier, on l'a souvent dit ici pour les médias, soit inconsciemment peut-être par ceux qui préfèrent toujours annoncer le pire en espérant peut-être le meilleur. Mais... Alors évidemment, c'est la même chose dans d'autres pays. Avec par exemple le rédacteur en chef du quotidien le plus vendu d'Allemagne qui s'excuse d'avoir participé à cette propagande de la peur du Covid vis-à-vis des enfants. Die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle miteinander verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen. Wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für 1,5 Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst euch das nicht einreden. La politique de la peur, qui consiste à jouer sur la peur collective d'une population pour faire adopter des choix politiques à l'aide de relais médiatiques, remonte à loin. Je vous ai mis une citation du début du siècle dernier d'un anarchiste de droite, Henri-Louis Mencken, qui le résume parfaitement. Du coup, pour mieux le comprendre, je vais vous mettre des exemples avec, pour le premier, le journal de France 2 qui, dès 1989, nous disait que des villes finiraient sous l'eau dans 10 ans. Arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Donc là, je vais rien vous apprendre. 30 ans après, les politiques et les médias, ils nous racontent toujours les mêmes salades. La Camargue, le Marais Poitevin, Dunkerque et Bordeaux seront sous l'eau. Évidemment, à part la France insoumise et Mélenchon, qui pensent que ça va arriver, ça ne peut pas arriver, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on construira des digues comme aux Pays-Bas. Les rapports du GIEC ont différents scénarios.
Dans le cas de la montée des eaux de 40 à 80 cm, cela change forcément la prédiction, il y a même une grosse différence entre les deux. Et il semblerait aussi que les mesures des satellites ne sont pas toujours précises. Bref, que ce soit le scénario de l'ONU qui prévoyait les villes sous l'eau en 1999 ou Mélenchon qui nous alerte sur un Bordeaux sous l'eau fantasmé, la recette est la même. Ce qui marche aussi très bien pour faire peur, c'est de jouer sur nos cordes sensibles avec des enfants. Des Greta Thunberg, en fait, il y en a toujours eu. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. I am here to speak for all generations to come. Alors, comme dernier exemple, très rapidement, le Brexit, c'est toujours la même chose, politique de la peur, on fait croire à l'apocalypse du Brexit, au point que cela devient ridicule avec le Brexit responsable de la pénurie de papier toilette ou de la mort des blaireaux, et bien sûr, comme c'est toujours la même recette, la culpabilisation par les enfants. Une partie de cricket en plein Hyde Park, le plus grand parc de Londres. Un moment d'insouciance pour Eleanor, Anna et Florence, quelques jours après le Brexit. I asked my mum, I was like, what? And it was quite sad. We're basically breaking up from the other countries, and it might be hard to get to them to have to study abroad or to go on holiday and things. We're going to have to change our passports because they say member of the EU, and we can't have that written. That would just be a lie. If only all the UK voters were as informed as you three. Bon alors là, on a vu la propagande par la culpabilisation des enfants. Le Covid, c'est le même principe, mais comme c'est une maladie de vieux, ce sont les vieux qui nous culpabilisent. C'est d'ailleurs le grand argument d'Antoine Goya, qui pour lui, le plus grand altruisme de sa vie, ce n'est pas de faire de la maraude pour les sans-abri. Pour lui, le plus grand acte altruiste de sa vie, c'est de donner... c'est de se prendre des doses Pfizer pour sauver les vieux. En fait, je me suis vacciné parce que tout simplement, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai ma famille, elle est en métropole. C'est pas moi qui vais la contaminer, c'est pas moi qui vais contaminer mon père qui est vieux en le voyant. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je l'ai fait pour clairement pour les autres. C'est-à-dire, c'est peut-être l'un des rares actes altruistes que j'ai fait dans ma vie. Alors, je ne vais pas épiloguer sur la tristesse d'avoir comme grand acte altruiste de sa vie te faire picouser les bras tous les 4 mois. Mais j'aimerais qu'on se pose comme question, est-ce qu'il y a des signes d'alerte pour un pétage de plomb? Alors la réponse est oui, sinon je la poserai pas. Du coup, j'ai commenté d'autres de ces tweets sur le Covid. Petite précision, je n'ai pas pris les 2 pires tweets dans l'océan de sagesse de Twitter. Jusqu'à la preuve du contraire, ce n'est pas Dalai Lama. Je n'avais que l'embarras du choix. J'ai pris 2 mauvais tweets sur des dizaines d'autres mauvais tweets. Alors là, je vous laisse mettre pause pour le lire, mais je vais vous lire la phrase principale. Antoine Goya dit « On confine ceux qui sont à risque, ceux qui ne sont pas vaccinés ». Alors, les personnes à risque ne sont plus les vieux et les malades, mais les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Il fait de l'inversion de valeur. Si jamais tu voulais seulement confiner ou vacciner les personnes à risque, Antoine Goya veut tout simplement te châtier. J'expliquerai plus tard pour ceux qui pourraient trouver acceptable de confiner ou vacciner 80% de la population bien portant pour que les vieux puissent prendre leur bain de foule en toute sécurité le dimanche matin. Pourquoi penser ça? C'est vraiment une mauvaise idée. Alors, avant de vous parler de son dernier tweet, je dois vous parler de la rhétorique d'Antoine Goya, qui vaut son pesant de cacahuètes, croyez-moi. Par exemple, si je suis pour le nucléaire, car j'estime que c'est l'énergie la plus accessible pour couvrir les besoins de 7 milliards d'êtres humains, pour montrer que je suis une personne mesurée, je vais reconnaître que le nucléaire pose des problèmes comme l'enfouissement des déchets ou Tchernobyl. Bref, je vais essayer de donner des contre-arguments pertinents, je ne vais pas vous donner d'arguments débiles. L'argument bête serait par exemple dire je suis pour le nucléaire, mais je ne vais pas boire de l'eau radioactive car c'est mauvais pour la santé. Si je dis ça, à juste titre, tu trouverais ça idiot. Et pourtant, c'est le niveau des contre-arguments d'Antoine Goya. Il est pour le vaccin, et au lieu de donner des contre-arguments comme le manque de recul de vaccins, la faible protection des vaccins pour Omicron ou les milliards d'amendes de Pfizer, Antoine Goya va donner un contre-argument complètement bête, je vous laisse découvrir. Je précise juste pour les plus malveillants d'entre vous qui vont déformer mes propos, je suis pas en train de vous dire que c'est bon maintenant, il faut plus regarder les vaccins, c'est bon vacciner tout le monde, 50 doses dans la nuque, 3 fois par jour, c'est bon, ça risque rien. Alors merci Antoine pour nous rappeler que tu n'es pas assez con pour prendre 50 doses dans la nuque, mais que tu es assez con pour en prendre 30. Rassurez-vous, je suis quand même conscient que l'heure est à l'argumentation, je ne vais pas vous convaincre avec des tweets ou des extraits vidéo. Il y aura toujours une personne pour donner des théories alternatives pour expliquer ces tweets débiles,
ou m'expliquer que son pétage de plomb est la méthode de l'Axtor Studio de ce nouveau De Niro français, ou que les extraits sont hors contexte, etc., etc., je connais la chanson. Du coup, on va finir par une dernière bouffonnerie, et puis après on passe aux arguments. Là, dans le passage, il explique au youtubeur Canard Réfractaire qu'il est responsable de la mort de ses abonnés, ni plus ni moins. Pendant, et je recommence sur ce que je disais au début, pendant que tu fais ta petite vidéo avec des gens qui sont pas vaccinés, t'as 90 000 abonnés, t'en as 1 sur 1000 qui va mourir. Là, Antoine Goya nous apprend que les jeunes qui regardent YouTube ont 90 ans. Bien. Au contraire, je suis en train de dire qu'il faut continuer à observer les vaccins pour ajuster la balance bénéfice-risque, comme on l'a fait avec Moderna, en disant bah non, Moderna, pour les plus jeunes, c'est trop risqué, on va leur préférer du Pfizer. Tout comme on l'avait fait au départ avec AstraZeneca, on s'est dit bon, AstraZeneca, c'est quand même pour les plus vieux, à cause des risques de thrombose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vous qui allez remettre en cause le consensus scientifique. Vous aurez beau me répondre que j'y connais rien, que je suis pas médecin, mais toi non plus, tu connais rien et t'es pas médecin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de consensus scientifique pour parler du Covid. Principalement pour 2 raisons, son apparition récente et les connaissances évoluent. Donc c'est très audacieux de justifier la politique sanitaire par le consensus scientifique. Antoine Goya, lui, justifie le vaccin par le consensus. Ok, très bien. Mais alors pourquoi Antoine, tu es pour le port du masque dehors ou à l'école, alors qu'il n'existe toujours pas de consensus scientifique? À un moment, il faut choisir. Tu ne peux pas justifier ton idéologie par le consensus quand cela t'arrange. D'ailleurs, pour le masque en extérieur, tu as même un consensus inverse pour dire qu'il y a des risques qui sont très faibles. Alors, dans ce tweet, je vous laisse faire pause pour le lire. Il donne 2 raisons pour justifier le port du masque en extérieur. Il part du principe que toute personne qui sort dehors va faire le magasin. C'est peut-être son côté marxiste-consumériste, je ne sais pas. Et le deuxième, c'est que le risque zéro n'existe pas. Le problème, c'est que si on part du principe qu'une personne qui meurt parce qu'il n'a pas porté de masque en extérieur ou 1 million, c'est pareil, on ne peut pas s'entendre. Est-ce que pour vous, c'est ça, penser le réel? Que peu importe le chiffre, qu'il soit très faible ou très élevé, la réponse soit la même? Moi, je demande à Antoine Goya, pourquoi tu te fais chier à lire des études si pour toi les chiffres n'ont aucune valeur? Là, dans ce tweet, Année génocide s'affole car il y a 64 enfants hospitalisés sur 9 millions. Là, toujours pareil, pour lui que soit un enfant hospitalisé 64 ou 9 millions, ça change rien pour lui, tout justifie la vaccination. Encore une fois, pourquoi Antoine, tu vas chercher des chiffres, lire des études, si déjà ta conclusion est toujours la même? Ça sert à rien. Et là où tu es doublement malhonnête, je te parle à toi, c'est que sur les 64 hospitalisés, il s'explique par le protocole sanitaire. En gros, un enfant qui a une bronchiolite, qui est testé positif au Covid et qui a besoin d'oxygène, va compter pour une hospitalisation du Covid. Et un bébé de moins de 3 mois, qui vient pour une fièvre ou une infection urinaire, mais qui est testé positif, on va le mettre sous oxygène. Donc là, tu alertes les gens sur un chiffre qui est ridicule, et ce chiffre ridicule, il ne représente rien. Il est faux. Pour vous faire relativiser ce que c'est 64 enfants, la gastro c'est 14 000, donc on n'est quand même pas du tout sur la même échelle. Encore toujours pareil, Anna Génocide cherche à nous faire peur ou à moins qu'il ne sait pas compter, je ne sais pas. Il y a 28 morts sur 9 millions, le chiffre est ridicule à la base. Il est faux car il y a seulement 3 qui sont imputables du Covid. Pour vous donner une idée, il y a 3 fois plus de morts de trottinettes par an, pour vous dire à quel point il est ridicule. Ouais, rhume 2019, grippette 2019, etc. On ne risque rien si on est jeune. Et puis des gens qui effectivement vont te dire que l'âge, plus t'es vieux, plus t'as de risques d'avoir un Covid grave. Pareil, plus t'es obèse, pareil, plus t'as de comorbidité. Mais pour autant, être jeune et en bonne santé, ça ne te prémunit pas du Covid. Ça ne t'empêche pas d'avoir des séquelles, ça t'empêche pas de perdre ton goût, ça ne t'empêche pas d'avoir un Covid long, d'ailleurs, source en description. Mais il semblerait qu'en Angleterre, 10% des jeunes qui font un Covid ont un Covid long, c'est-à-dire un Covid qui dure plus de 5 semaines avec des courbatures et tout. Bon, des choses tout à fait sympathiques. Bref, revenons au Covid long. Antoine Goya nous dit que tu as 10% de Covid long en Angleterre, admettons. Déjà, tu as plein de maladies qui sont longues, la bronchite peut durer des années, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'une maladie soit longue, ça peut arriver. Le problème du Covid long, elle vient d'abord dans sa définition elle-même, où les experts s'accordent à dire qu'elle est trop vague. Elle va des courbatures, comme le disait Antoine Goya, et apparemment c'était pour lui une raison de se vacciner, à l'anxiété, à la perte de goût. Pas besoin d'être un grand clair pour voir qu'avec une définition aussi vague, une grande partie est psychologique. Confirmé d'ailleurs par une étude française et américaine, l'étude française est contestée et vous ne serez pas surpris par certains scientifiques. Encore une fois, les études manquent de recul, on ne connaît pas les chiffres. Si c'est 38 pour l'étude américaine ou 90 comme l'étude française, on manque de recul. C'est peut-être ça se trouve plus, c'est peut-être moins, peu importe. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cela existe. D'ailleurs, je note qu'une étude est sortie aujourd'hui pour affirmer que 78% des effets secondaires du vaccin sont aussi psychologiques, pour les mêmes raisons. Parce que la définition est vague. Et là, aucun média pour contester la méthodologie. C'est toujours à charge pour les antivax, c'est sans doute un hasard.
Là, on va revenir sur une autre séquence du live. Vous savez, c'est le live où Antoine Goya pète un plomb. Mais je ne vais pas mettre de coupure, comme d'habitude, pour que vous voyez comment il traite les antivax. Alors, pour vous resituer la scène, il y a le présentateur, Antoine Goya, le canard réfractaire et l'antivax. Vous allez voir comment le trio agit contre l'antivax. Pour commencer, le présentateur va se mettre dans le rôle du professeur et forcer l'antivax à se mettre dans le rôle de l'élève. On écoute. Comment ça, c'est pas vaccin? C'est quoi la phase 4? Ouais. C'est quoi une phase 4? La phase 4, c'est on essaye de voir les effets secondaires sur une très large population et voir sur jusqu'à 18 mois. Ouais, et en plus, on fait quoi? Alors, c'est quoi la démarche? Comment s'appelle la démarche pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, etc., pour voir ces effets secondaires? C'est la veille sanitaire. Ouais, et la pharmacovigilance surtout. Oui, voilà, oui. Après, j'ai pas tous les mots. Bon, là, on observe que le présentateur il rigole comme un mongol, tout fier de lui, de son petit effet. On note aussi que l'antivax a bien répondu aux questions. Exact, en fait, tout de suite, mais oui. Non, mais le truc, c'est que, en fait, non, mais le truc, c'est que, en fait, c'est que toi, tu penses que le vaccin n'est, en fait, on a, comment dire, le vaccin Pfizer, Moderna et tout, c'est des vaccins qui ont été plus testés que n'importe quel autre vaccin dans l'histoire de l'humanité. Alors là, stop, j'arrête tout de suite, tout simplement parce qu'on ne l'a pas testé sur suffisamment longtemps et on ne connaît pas les risques sur le long terme. Alors regarde, Alors là, Antoine Goya donne comme argument l'échelle des vaccinés. En gros, oui, c'est vrai, il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont été vaccinées. Mais l'antivax lui répond, oui, certes, il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées, mais pour savoir si un vaccin est fiable ou pas, c'est sur une échelle de temps. Il y a le nombre, c'est important, l'échantillon est important, mais l'échelle de temps est aussi important. Oui, alors justement, regarde, les vaccins. Antoine. Et après, ce sera canard. Zéro vaccin, d'accord. Zéro vaccin ont eu des effets secondaires qui sont apparus. Il y a des vaccins qui ont eu des effets secondaires graves toute la vie, hein, d'accord. On est d'accord. Mais il y a zéro vaccin qui ont eu des effets secondaires qui soient apparus après 8 semaines, il me semble, d'accord. 8 semaines. Zéro. C'est-à-dire qu'en fait, là, toi, tu flippes pour un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. T'as aucun indice que ça va un jour arriver dans l'histoire, d'accord. Et du coup, en fait, c'est une peur. Et ben, je peux comprendre ta peur parce qu'en fait, en vrai, bah, c'est normal, tu vois. C'est que je me souviens, ma copine me raconte qu'elle a une amie qui avait peur de se faire vacciner parce que elle avait peur de devenir stérile. Là, Antoine Goya, qui a le mérite d'être dans l'argumentation et de ne pas souffler comme les deux autres, qui est déjà agréable, donne l'argument suivant que vous avez entendu sans doute 1000 fois dans la presse: aucun vaccin ne s'est révélé dangereux sur le long terme. Là, par exemple, tu racontes du bullshit, je peux même te sortir la source du Vidal.fr. La vaccination contre la dengue d'enfants âgés de 2 à 8 ans, séronégatif pour cette maladie, s'est traduit par une forme aggravée 3 ans après la vaccination, dont une quinzaine de décès. L'hypothèse est leur immunité... Alors là, j'ai appris quelque chose, parce qu'honnêtement, c'était la première fois que j'entendais cet argument. Et ce qu'il dit, c'est vrai. En fait, j'ai retrouvé le passage du Vidal, je vous le mets. Du coup, si j'ai bien compris, suite à la mort des enfants, le vaccin est interdit pour les moins de 9 ans. Encore une fois, j'en sais rien s'il manque des études complémentaires pour confirmer à 100% que le vaccin est responsable de la mort des enfants. La supposition, en tout cas, est assez importante pour le penser. Les études, pour être sûr à 100%, sont toujours dans le temps long. Hein. Même quand un algénocide dit il y a 10% de Covid long, on le saura dans 5 ans, on le saura dans 10 ans. Là, ça peut être 10, ça peut être 5, ça peut être 20, on n'en sait rien. Il y a des études pour l'instant qui en sont là, et puis après ça évolue. Voilà. C'est pour ça que quand il parlait de consensus scientifique, je m'en méfie quand même. Hein. C'est quand même très prématuré pour parler de consensus avec une maladie qui a à peine 2 ans. Moral résiduel n'était pas ni suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas de cas de VAED les 2 premières années. C'est ce que ça veut dire ou pas? Bon, j'ai rien compris. Je suis désolé, je suis pas épidémiologiste, voilà. Je ne comprends pas. Alors peut-être pour la dengue, je sais que le vaccin contre la dengue, on ne vaccine pas contre la dengue. Je le sais que parce que je suis en Guyane, c'est qu'il est pas bien ce vaccin, pour la bonne et simple raison qu'en fait, si jamais tu es vacciné contre la... il y a il me semble 3 formes de dengue. D'accord. C'est les fièvres hémorragiques. Si tu reprends une autre souche, et bah du coup tu te fais défoncer. En fait, tu te fais défoncer par l'autre souche. Mais du coup, c'est un cas, c'est une mauvaise réaction. Ouais, bah tu meurs en fait. Mais, oui, donc au final, ça fait un risque de VAED. Monsieur Pollux, 3 ans après, et pour le Covid, on l'a pas fait. Je te préviens, je te censure. Censure. Mais si. Bon, alors là, 2 choses. Alors déjà, le présentateur, il censure. T'as Canard Factaire qui souffle, c'est pas possible, il en peut plus, quoi. C'est j'imagine, le fascisme rouge, j'en sais rien. Et ensuite, Antoine Goya, il a 2 choix. Soit il arrête la discussion en disant bon voilà, tu m'apprends quelque chose, je ne sais pas, et je vais lire les études et après on vient en reparler.
soit il répond à quelque chose qu'il ne maîtrise pas en fait. Voilà. Et donc forcément tu te plantes. Et c'est ce qui va se passer. Parce que là forcément, comme son premier argument ne va pas, il va essayer d'en trouver d'autres. Mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Mais pour le coup, non mais regarde, le truc c'est que la dengue c'est un virus qui est particulier, c'est un arbovirus, tu vois, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et alors je suis pas médecin, encore une fois, je suis pas virologue, je ne suis pas le professeur Raoult, mais comment dire, moi c'est la seule maladie que j'ai entendu que il y avait ce truc là sur la vaccination, parce que du coup j'ai fait des recherches, tu sais, quand je fais une vidéo, il y a quand même pas mal de données de recherche, je lis plein de trucs pour éviter de raconter trop de conneries, j'en dis sans doute, y a pas de souci, mais voilà, et je sais pas trop, alors si tu as un autre truc que la dengue, moi je veux bien, mais là il est excellent parce que là il lui sort la dengue et puis il lui dit ah bah non mais donne-moi autre chose en fait. Mais non, réponds à ça. Et en fait, sa réponse, bah forcément, elle va pas. Il dit en gros, oui, mais la dengue, c'est d'autres souches, c'est un autre virus, c'est pas comparable. Alors, tu peux pas jouer sur deux tableaux. Soit tu dis tous les virus sont sûrs dans l'histoire. Après, tu peux pas dire oui, mais là, les composants de ce virus, il est différent de l'autre, donc ça n'a rien à voir. Bah non. Ton argument au départ était faux, apparemment. Moi, j'étais pas au courant, j'en sais rien. Hein. Je mets le truc du Vidal, ça se trouve, je me plante, mais a priori, ton argument était faux. Point. Tu peux pas rebondir sur un deuxième argument, un troisième, parce que forcément, le deuxième argument va contredire le premier. Tu vois? Donc c'est pas possible en fait. Donc bah là, tu t'es planté. Voilà. Alors pour conclure ce live quand même, c'était la vidéo donc où Analgénocide pétait un plomb sur le canard, et puis tu disais quand même le canard fractaire c'est la victime, et puis Analgénocide c'est bourreau quoi. Mais quand on regarde la vidéo, je trouve que quand même Analgénocide il avait vraiment envie de débattre. Tu vois? Il était vraiment dans la gauche républicaine qui aime débattre, etc. Et puis t'as le canard qui souffle dès que les gens sont pas d'accord. Et souffler quand quelqu'un parle, c'est le truc vraiment irrespectueux au possible, quoi. Ça fait vraiment le gauchiste qui n'aime pas débattre comme c'est la mode d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment un truc que je déteste. Dire que c'est un vaccin en phase expérimentale, que c'est un vaccin en phase 4, c'est pas parler concrètement. D'accord? C'est faire une abstraction. Un truc qui fait un peu peur, mon Dieu, c'est expérimental, on va faire des expériences sur moi, personne n'a vraiment envie d'être sujet d'expérience, surtout médicale. Là, ce sont des abstractions. Mais en fait, la phase 4, elle sert à ça. La phase 4, elle sert à voir, ok, lorsqu'on va diffuser notre vaccin à grande échelle, on va voir des effets très rares qui vont se produire. Ça veut pas dire que le vaccin n'est pas sûr. Alors là, en fait, on est en phase 3 et pas en 4, mais peu importe, c'est pas très important, je chipote. Mais par contre, c'est bien une phase d'expérimentation, et ça, c'est important de le dire. Pourquoi ? Eh bien, pour le savoir, il suffit de regarder la séquence suivante d'Anton Goya qui va se contredire. On est bien des cobayes. Corinne. Et donc ça, c'est le nombre de cas pour 1 million. Et on remarque que le seul cas où il y a plus de myocardite causé par le vaccin plutôt que le Covid, c'est pour Moderna pour les personnes de moins de 40 ans. C'est pour ça que, encore une fois, pour les plus jeunes, on donne du Pfizer et pas du Moderna. La source est en description. Là, Antoine nous dit que le seul cas où le vaccin avait un bénéfice-risque défavorable, c'était pour le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. En disant qu'il y avait plus de cas de myocardite. Sauf que, c'est ça qui est dingue, c'est justement pour ça que c'est un vaccin en phase 3. C'est parce qu'il y a encore des cas où tu peux avoir un vaccin et avoir des effets secondaires très importants. C'est tout. Là, le vaccin Moderna, il a été donné au moins de 30 ans pendant 1 an. Donc pendant 1 an, il y a des gens qui ont eu un bénéfice-risque défavorable. Donc tu peux pas dire, prenez le vaccin, le bénéfice-risque, il est favorable, il n'y a pas de problème, en donnant un exemple qui dit le contraire. Voilà, cet exemple-là est suffisant pour, je pense, ne pas vouloir me vacciner. Enfin, je comprends pas comment tu peux donner un argument en donnant un argument qui dit le contraire, quoi. Enfin, il y a un truc que je pige pas, là. Et puis même, regarde Julien Rochdy qui finit à l'hôpital. Parce que le but, c'est pas juste, en fait, tout simplement de mourir du Covid. Le but, c'est qu'en fait, il y a quand même une portion non négligeable de la population qui va finir à l'hôpital, qui va occuper des lits inutilement. Genre Rochdy qui est là comme ça, qui se joue patriote et tout, et qui vient, qui finit, qui occupe un lit d'hôpital pendant une journée, alors que s'il s'était fait picouser, eh ben, il aurait été chez lui à faire de la gonflette et des photos sur Instagram devant son parking. De quoi? Alors là, son argument va pas pour des raisons purement mathématiques. Alors, je vais y aller lentement parce qu'il faut un petit peu suivre. En gros, pour faire simple, il y a 34 millions de Français de moins de 44 ans, soit à peu près un Français sur deux. Les patients du Covid représentent à peu près 2% de l'hôpital et 5% des réanimations. Maintenant, sur le tableau suivant, les moins de 44 ans, comme vous pouvez le voir, c'est 6% des hospitalisations et 9% des réanimations. Donc la part des moins de 44 ans, c'est 6% de 2%. Est-ce que vous suivez ?
En gros, j'ai fait le calcul, ça fait 0,12% de l'hôpital et 0,40% des réanimations. Après, si je ne suis pas clair, ce n'est pas grave, vous lisez les captures écran, puis vous allez comprendre en gros ce que je veux dire. Petite précision, j'ai fait le calcul de tête, donc il peut y avoir une petite marge d'erreur, mais ça ne change rien à la démonstration. Si maintenant on prend le chiffre des non-vaccinés à l'hôpital, qui représente à peu près 41%, donc on va dire, allez, 1 sur 2 pour faire simple, bah là c'est plus 0,12, mais c'est 0,06, et c'est plus 0,40, c'est 0,20. Donc c'est vraiment des chiffres complètement ridicules, quoi. Et je veux dire, tu vas aller vacciner la moitié de la population qui représente pratiquement rien à l'hôpital. C'est complètement débile. Enfin, je suis désolé de te dire ça, Antoine Goya, mais bordel, réfléchis. Réfléchis, prends un bloc-notes, fais tes calculs et tu verras que c'est n'importe quoi que tu racontes. Enfin, tu peux pas condamner la moitié de la population pour des chiffres aussi ridicules. Aussi ridicules. Enfin, moi, ça me rend dingue. Et là, on vient avec un problème que je rencontre tout le temps, le nombre. Pour beaucoup, que le Covid soit peu mortel, beaucoup mortel, cela ne change rien à la légitimation du pass, du vaccin ou du confinement. Et que pour l'expliquer, je vous ai mis une capture d'écran d'une étude où on demande à des participants combien ils seraient prêts à payer pour sauver des oiseaux de la noyade. Et on se rend compte que ce soit pour sauver 2000 oiseaux, 20 000 oiseaux ou 200 000 oiseaux, bah, les participants payeront à peu près la même somme. Pourquoi ? Car tout simplement que notre empathie est la même, quel que soit le nombre. Dans l'exemple des oiseaux, que ce soit 2 ou 200 000 oiseaux, on imagine tous un oiseau qui se débat dans l'eau de la noyade. Pour le Covid, c'est pareil. Sauf qu'il faut bien comprendre que la réponse politique doit toujours être proportionnelle au problème. Si tu as 1000 SDF en France ou 1 million de SDF en France, l'urgence politique sera différente. Pour le Covid, c'est pareil. Lutter contre, et donc du coup, si quelqu'un a peur... il y a la méthode pour lutter contre, c'est de le rassurer. Tu peux dire que c'est dépolitisé, mais c'est ça. Après Macron, je suis d'accord, qui vient rajouter de la confusion sur la confusion, comme je pense que toi tu fais, mais dans l'autre sens. Il vient rajouter de la confusion et à la confusion, mais à la base, il y a un problème qui est tout simplement humain, c'est qu'on est des petits singes totalement flippés de ce qu'on ne connaît pas. Là, Antoine nous dit que comme c'est une maladie inconnue, les antivax ne veulent pas se vacciner car ils ont peur. Alors moi, je prendrai le problème à l'envers. Là, j'ai mis un article qui explique que plus une maladie est inconnue, plus on a tendance à exagérer sa nocivité, et donc plus on a tendance à avoir peur. Ce qui explique l'hystérie sanitaire pour une maladie qui finalement ne tue peu de monde. Donc quand il disait tout à l'heure qu'il fallait que son acclatruit c'était de se vacciner pour protéger les vieux, ou là même de se confiner pour protéger les vieux, je vais répondre deux choses. Pour le vaccin d'abord. Là j'ai mis un extrait d'un article qui parle d'une méta-analyse qui montre que on se vaccine d'abord pour soi-même. C'est contre-intuitif de se vacciner pour les autres. Ça, c'est la première chose. Pour le confinement, comme argument, je le ferai avec l'image Titanic qui coule, et que dans le canot de sauvetage, on mettrait des vieux, et pas les femmes et les enfants qu'on laisserait se noyer dans le Titanic. Et là, vous allez me dire, oui, mais tes arguments, Jean Monnet, sont quand même un peu légers. C'est pour ça que pour compléter ma réponse, j'ai besoin de la pièce maîtresse des arguments d'Antoine Goya, à savoir le bénéfice-risque. J'explique. Exemple, tu as 20 ans et tu as 2 chances sur 1 million de mourir du Covid, si tu es vacciné. Mais une chance sur 1 million de mourir du vaccin par les effets secondaires. Conclusion, tu as 2 fois plus de chances de mourir du Covid que du vaccin, donc tu te fais vacciner. C'est ça le bénéfice-risque. Se vacciner si tu as plus de bénéfices pour la santé que d'effets secondaires. Pourquoi on ne peut pas raisonner comme cela? Tout simplement car il y a d'autres facteurs à prendre en compte, économiques, sociaux, etc. Autrement dit, on ne doit pas raisonner en bénéfice-risque, mais en avantage-inconvénient. Le confinement, par exemple, qui augmente les suicides et détruit notre économie. Le Covid, il a quand même coûté 400 milliards à la France. La dette de la sécurité sociale a triplé. Autrement dit, une maladie qui touche en réalité une minorité de personnes, on a sacrifié notre avenir. À cause d'Antoine Goya et de quelques millions d'autres, on laissera crever les gens dans les hôpitaux comme aux États-Unis. Bah oui, il n'y a plus d'argent. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Pour un vaccin qui marche mal, un vaccin avec une protection faible, comme pour Omicron, qu'on doit faire régulièrement, qui n'empêche même pas la contamination, on est en train de tuer notre avenir. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai un enfant de 2 ans qui doit faire des tests régulièrement pour aller à la crèche. Comme il est petit, il y a peu de professionnels pour le prendre. Donc sa mère, elle doit prendre une demi-journée pour faire les tests, les heures de trajet, les queues qui durent des heures, parce que forcément, il n'y a que des parents et des enfants qui font la queue le dimanche. Les professionnels qui bâclent car il faut aller vite, ça je l'ai connu. Il y a un professionnel qui a bâclé et en fait tout le monde était négatif parce qu'il rentrait dans la moitié du nez, il y avait tellement de personnes, tu comprends? Les enfants, ils pleurent, ils sont traumatisés par les tests. On y va, respire, allez, on y va. Allez, respire. Bah oui, ma puce. Ah non, je suis désolée. Et pour trouver cela normal, Antoine, tu es sorti de l'humanité. Tu es pour le confinement,
Le vaccin, le pass, le test PCR, très bien. Je te rends responsable, toi, et des millions de Français qui l'acceptent, des gens qui ont le cancer qui ne pourront pas se soigner. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Des jeunes qui n'ont plus de jeunesse. Des suicides pour les plus vieux. Du confinement qui ruine notre économie. Tu vois, c'est une piqûre, c'est gratuit. Enfin, franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller perdre une demi-heure, aller me faire piquer? Donne envie de hurler. Non, c'est pas une demi-heure. C'est peut-être pour toi, mais pas pour les autres. Et c'est ça ton problème. C'est que tu penses que par rapport à toi, ta petite vie, le monde ne tourne pas autour de toi. Et non, ce n'est pas gratuit. Les vaccins, ça coûte des milliards. Et les tests Covid, c'est encore des milliards et des milliards. Et tout cela, que tu le veuilles ou non, ne seront pas donnés pour les autres maladies. Voilà, c'est tout. Un budget de l'État, c'est faire des choix. Voilà, on choisit qui on privilégie et qui on privilégie pas. Ça, il faut que tu le comprennes. Bon, maintenant, il est temps de conclure. La question que je voudrais vous poser à tous, c'est à partir de combien de vies sauvées par an devient-il acceptable de faire porter 13 millions d'enfants en masque toute la journée, de faire pleurer les enfants ou de mettre en dépression les plus grands? Quand on parle de vies sauvées, bon, il faut relativiser, parce que la moyenne des morts, c'est quand même 75 ans pour une médiane de 83 ans. Donc c'est juste d'augmenter de quelques mois des personnes qui seraient mortes d'une grippe ou d'autre chose quelques mois après. Ma grand-mère est morte à 100 ans. Je n'ai pas frappé au sol avec mes mains car c'était une injustice, mais tuer notre avenir comme on le fait aujourd'hui, là c'est la pire des injustices. Je rappelle que la peste noire, c'est 30% de morts en 4 ans en Europe. Au XIVe siècle, la société occidentale, alors en plein apogée, a été dévastée par la peste. En 4 ans, un tiers de sa population a disparu. À l'échelle du monde, ce serait 2 milliards aujourd'hui. Si le Covid avait eu lieu au Moyen-Âge, personne ne l'aurait remarqué car les vieux étaient rares. Je le dis et le redis, on ne condamne pas l'humanité pour 5 millions de vieux qui meurent sur 7 milliards d'habitants. C'est juste une folie. Là, issus de la communauté scientifique, et les anti-vax complètement attardés. Ah, difficile de se dire, hein, difficile de dire, hein, franchement, Et là, je vois déjà les réactions me traitant de golem, mais... Oui, si tu veux, je suis un golem, mais... Parles-tu concret en me traitant de golem? Donc évidemment qu'il est conformiste, si lui il n'est pas conformiste, alors je me demande qui c'est qui ne l'est pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un vaccin induit forcément des tests PCR. Le confinement aussi, ça va dans la politique sanitaire. Et que le vaccin en lui-même, il a forcément des répercussions sur l'économie. Les masques, ça va des répercussions sur le côté social des gens, etc. Enfin, tout est lié en fait. Et lui, il parle du vaccin, voilà, on se vaccine, les bénéfices-risques, et puis le reste n'a pas d'importance, le reste n'existe pas. Je veux dire, il n'y a pas de conséquences en fait à ces actes. Forcément, il y a des conséquences. Donc, les conséquences à une politique sanitaire, elles se calculent dans son prix. Donc, j'insiste là-dessus. Tous les milliards qu'on va dépenser pour le Covid, on ne pourra pas le dépenser ailleurs. Quand on met des masques à des enfants, il y a des enfants qui ont peut-être du mal à parler parce que ils n'ont pas vu les bouches des autres élèves. D'autres qui ont du mal à se faire des amis, etc. D'autres qui vont avoir des magasins qui vont être fermés parce qu'on va mettre des passes sanitaires qui font qu'ils ne pourront plus faire du business, etc. Donc, évidemment que aujourd'hui la politique sanitaire de Macron, que Antoine Goya valide à 100%, hein, la seule chose qui ne va pas, c'est qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus de pédagogie. Voilà. Macron, il n'a pas bien expliqué pourquoi il faut se faire vacciner. C'est un petit peu comme dans les politiques libérales. Si les Français ne veulent pas, c'est parce qu'on l'a mal expliqué. C'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est ma conclusion. Là, je vais rabâcher, donc je vais arrêter là.